Il croyait que ces milliards lui donnaient le droit divin de traiter le monde comme son paillasson personnel, et il pensait qu'elle n'était qu'une ombre insignifiante chargée d'essuyer ses miettes, une personne qu'il pouvait écraser sous ses chaussures de créateur italien, juste pour rire un peu, car Mark Sinclair avait versé du vin sur son tablier, s'était moqué de sa pauvreté apparente, et avait exigé qu'elle supplie pour garder son emploi misérable, mais ce soir-là Mark avait fait une erreur de calcul fatal, une erreur qui allait lui coûter bien plus que sa réputation, car il n'avait pas pris la peine de regarder la profondeur de ses yeux, et il n'avait certainement pas demandé son nom de famille, car au moment où elle a murmuré, l'air a quitté la pièce, et le milliardaire a réalisé qu'il n'avait pas seulement insulté une serveuse, mais qu'il venait de déclarer une guerre totale à la famille la plus dangereuse et la plus puissante de Paris, et voici l'histoire de la façon dont l'arrogance a rencontré son maître dans un restaurant nommé l'Oubli, un nom qui signifiait ironiquement ce que l'on laisse derrière soi, bien que pour la clientèle rien ici n'était jamais oublié, tout était calculé pour être mémorable, du cristal de baccarat soufflé à la main suspendu au plafond comme des larmes gelées aux banquettes doublées de velours cramoisi qui coûtaient plus cher à réserver pour une soirée que ce que la plupart des gens gagnaient en une année entière de labeur. Situé au 45e étage de la tour souveraine à la Défense, flottant au-dessus de la ville lumière comme un joyau incandescent, l'Oubli était le terrain de jeu des dieux modernes, et Éléonore ajusta son tablier lissant le tissu blanc immaculé sur son pantalon noir strict. Ses mains étaient sèches, la peau légèrement gercée par des semaines de manipulation de désinfectants agressifs et de polissage d'argenterie, jusqu'à ce que son reflet la regarde déformée et fatiguée dans le métal froid. Et Julien, le directeur de salle, siffla en passant près d'elle comme une vipère dans un costume trop serré, disant que la table a besoin d'eau gazeuse, pas plate, et si tu leur apportes de l'eau plate, ils te regarderont comme si tu venais de leur servir de l'eau des égouts de Paris. Alors bouge-toi, car Julien était un homme qui portait des costumes synthétiques et une eau de Cologne qui sentait le désespoir et le bois de santal bon marché, traitant le personnel comme du bétail et les clients comme des divinités de l'Olympe. Éléonore répondit doucement, je m'en occupe. Sa voix était calme, empreinte d'une dignité naturelle qui agaçait généralement Julien, car il préférait son personnel frénétique et terrifié, car cela le faisait se sentir nécessaire et puissant. Alors Éléonore prit la carafe en cristal et se déplaça dans la salle à manger avec l'invisibilité pratiquée d'un fantôme, car c'était le travail, être présente quand c'était nécessaire et inexistante quand ce ne l'était pas. Elle avait 23 ans, avec des cheveux sombres tirés en arrière dans un chignon sévère qui mettait en valeur ses pommettes hautes et ses yeux de la couleur de l'ardoise orageuse, et la plupart des clients supposaient qu'elle était une étudiante boursière essayant de payer ses cours à la Sorbonne, ou peut-être une actrice ratée attendant une pause qui ne viendrait jamais, et il regardait droit à travers elle comme si elle était faite de verre, ce qui était exactement ce que Éléonore voulait. Elle versa l'eau pour la table 7. Une paire de PDG de la technologie discutant d'une fusion hostile, et se retira vers la station de service où elle prit une profonde inspiration, vérifiant la montre Cartier à son poignet avant de tirer rapidement sa manche pour la cacher, car c'était une erreur de la porter aujourd'hui, un cadeau de son 18e anniversaire qu'elle laissait habituellement dans son casier, mais elle s'était précipitée ce matin-là, et soudain un murmure frénétique vint de Sarah, l'hôtesse, qui semblait sur le point de pleurer, disant il est là, Sinclair est là, et il est d'une humeur massacrante, et la température dans la station de service sembla chuter de 10 degrés, car Mark Sinclair, même parmi l'élite de Paris, était une figure polarisante. À 32 ans, il était l'héritier des industries lourdes Sinclair, beau d'une manière tranchante et prédatrice, tout en mâchoire carrée et en dentisterie coûteuse, mais sa réputation était vile, connue pour claquer des doigts au personnel, renvoyer des plats parfaitement cuits juste pour voir le chef se tordre de douleur et laisser des pourboires qui étaient des insultes plutôt que des gratifications. Et Sarah chuchota en serrant un menu, je ne peux pas le prendre. Éléonore, la dernière fois qu'il est venu, il m'a dit que j'avais un visage pour la radio parce que j'ai bégayé en lisant les suggestions du jour. S'il te plaît, je t'en supplie. Et Éléonore regarda la fille terrifiée et soupira un son qui portait le poids de 1000 services en disant je prendrai la table 4, va aider le sommelier, et Sarah respira merci, s'enfuyant pratiquement de la scène. Alors Éléonore se prépara mentalement, car elle avait déjà eu affaire à des hommes difficiles, ayant grandi dans une maison pleine de requins, bien que personne à l'oubli ne le sache, car pour eux, elle était juste Éléonore, la fille calme qui ne se plaignait jamais des doubles services. Elle sortit sur le parquet juste au moment où Mark Sinclair entrait, non pas en marchant mais en défilant. Comme si les lattes de bois devaient être reconnaissantes de son poids, et à son bras se trouvait une femme qui ressemblait plus à un otage qu'à un rendez-vous galant, une mannequin blonde éblouissante nommée Chloé, qui regardait actuellement le sol essayant de ne pas trébucher dans ses talons de 15 cm. Et Mark s'arrêta au centre de la pièce, n'attendant pas d'être placé, il scanna le restaurant, sa lèvre se retroussant en un ricanement méprisant, et quand ses yeux se posèrent sur la table 4, le siège privilégié près de la fenêtre donnant sur la tour Eiffel scintillante, il grogna assez fort pour que la moitié de la salle l'entende, disant enfin quelqu'un a nettoyé cette table, elle a l'air immonde, alors que la table était immaculée, ayant été polie 3 fois dans la dernière heure. Et Éléonore s'avança disant bonsoir, monsieur Sinclair, bienvenue à l'Oubli, votre table est prête. Mais Mark la regarda de haut, utilisant son mètre 90 comme une arme. Il regarda ses chaussures sensées et antidérapantes, son tablier impeccable, et enfin son visage sans sourire, et il dit d'une voix traînante et ennuyée, je n'ai pas demandé de salutation, j'ai demandé que la table soit nettoyée. Es-tu sourde ou juste stupide? Et le restaurant devint silencieux, les PDG de la table cessèrent de parler, une fourchette cliqueta contre une assiette, mais Éléonore ne tressaillit pas, elle soutint son regard, son expression neutre, disant je peux vous assurer que la table a été
Désinfecté, monsieur, mais je vais l'essuyer à nouveau pour votre confort. Et elle sortit un chiffon de son tablier, et alors qu'elle tendait la main vers la table, Marc s'avança envahissant son espace personnel et aboya: fais-le vite, je n'aime pas regarder le petit personnel pendant que je mange. Et Éléonore essuya la poussière invisible de l'acajou luisant, son cœur battant un rythme lent et régulier contre ses côtes, se disant: patience, c'est juste un travail, c'est juste un homme. Mais alors qu'elle se redressait, Marc Sinclair rit, et ce n'était pas un son joyeux, c'était le son d'un enfant arrachant les pattes d'une araignée, et il dit à Chloé en désignant Éléonore: regarde là la façon dont elle frotte, c'est naturel, n'est-ce pas? Certaines personnes sont nées pour diriger et d'autres sont nées pour essuyer le désordre, c'est génétique vraiment. Et Chloé fit un sourire nerveux, étendu, disant: Marc, s'il te plaît, asseyons-nous simplement. Mais Marc répondit: je t'apprends une leçon, chérie, en glissant dans la banquette et en écartant les bras, tu dois connaître ta place dans la chaîne alimentaire. Et elle en pointant un doigt manucuré vers Éléonore et le plancton, et Éléonore se tenait droite, serrant le chiffon, demandant: puis-je vous apporter la carte des vins, monsieur? Et Marc aboya: je sais ce que je veux, une bouteille de Pétrus 1982, et ne m'apportez pas la piquette que vous servez aux touristes, je veux voir la bouteille avant que vous ne l'ouvriez, et si le bouchon est même légèrement sec, je le déduirai de ton pourboire, non pas que tu saches à quoi ressemble un bon pourboire. Et Éléonore dit: très bien, monsieur, tournant les talons et s'éloignant, et alors qu'elle entrait dans la cuisine, ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'une rage si froide qu'elle brûlait, et Julien leva les yeux de sa tablette, demandant: il recommence? Et Éléonore répondit sèchement: elle est charmant comme toujours, il veut le Pétrus 82, et les yeux de Julien s'écarquillèrent, disant: c'est une bouteille à 6 000 €, ne la laisse pas tomber, Éléonore, si tu casses ça tu feras la plonge jusqu'à tes 80 ans. Et Éléonore dit: je ne la laisserai pas tomber, et elle alla à la cave à vin, l'air frais apaisant sa peau rouge, elle trouva la bouteille poussiéreuse, la berçant comme un nouveau-né, sans savoir encore que cette bouteille allait être le catalyseur de la pire nuit de sa vie et de la fin de la carrière sociale de Marc Sinclair, car la salle à manger bourdonnait du bourdonnement basse fréquence de l'extrême richesse. Et Éléonore s'approcha de la table 4, la bouteille de Pétrus bercée dans son bras, l'étiquette tournée vers l'extérieur, tandis que Marc était occupé à réprimander Chloé, disant: et cette robe te donne l'air désespéré, je t'ai dit de porter la rouge, pourquoi n'écoutes-tu jamais? Et Chloé fixait ses genoux, ses articulations blanches, alors qu'elle agrippait sa serviette, levant les yeux avec soulagement quand Éléonore arriva annonçant le Pétrus 1982, monsieur. Présentant la bouteille, et Marc cessa de parler, et arracha la bouteille de sa prise, manquant de lui faire perdre l'équilibre. Il ne vérifia pas l'étiquette, il la tint à la lumière, plissant les yeux théâtralement en marmonnant que le sédiment semble lourd, probablement stocké debout par un idiot dans votre réserve. Et Éléonore corrigea doucement: nos vins sont stockés horizontalement dans des caves à température contrôlée, monsieur. Mais Marc claqua la bouteille sur la table, le bruit sourd faisant sauter l'argenterie, et il rugit: ai-je demandé une conférence, ouvre-la. Alors Éléonore sortit son limonadier, travaillant avec précision, coupant la capsule et insérant la mèche dans le bouchon, sentant les yeux de Marc sur ses mains, attendant une erreur, mais elle extrait le bouchon doucement avec un pop silencieux, le son de la qualité, et elle versa une petite quantité dans le verre de Marc, qui le fit tourner violemment, faisant éclabousser le liquide rouge foncé sur les côtés du cristal. Il prit une gorgée, la fit tourner dans sa bouche, puis fit une grimace de pur dégoût, crachant le vin dans le verre et criant vinaigre, figeant tout le restaurant. Et Éléonore demanda confuse: monsieur? Et Marc rugit, son visage devenant d'un rouge marbré: cette bouteille est bouchonnée, elle a le goût de carton mouillé et de pisse de chien, et sais-tu de m'empoisonner? Mais Éléonore connaissait le vin, elle avait grandi dans des vignobles en Toscane pendant ses étés, et elle pouvait sentir l'arôme émanant du verre. Même d'ici cassis, truffes, épices, c'était parfait, il mentait, et elle dit: monsieur, je peux vous assurer que le vin est sain, peut-être si vous le laissiez respirer un instant. Mais Marc se leva, la dominant, et cria: me contredis-tu? Je dépense plus en vin par mois que tu ne gagneras dans toute ta vie, je dis que c'est bouchonné, emporte-la. Et Éléonore proposa: je peux faire venir le sommelier pour vérifier. Mais Marc hurla: je ne veux pas du sommelier, et il attrapa le verre de vin, celui dans lequel il avait craché. Et dans un mouvement qui sembla se produire au ralenti, il jeta le contenu au visage d'Éléonore, et le liquide rouge foncé éclaboussa sa poitrine, trempant sa chemise blanche, la tachant de la couleur du sang frais, dégoulinant sur son tablier, quelques gouttes éclaboussant son visage, et le restaurant devint mortellement silencieux. Même le bruit de la cuisine sembla se couper, et Éléonore resta figée, le liquide froid s'infiltrant jusqu'à sa peau, sentant une gouttelette couler sur sa joue. L'humiliation étant physique, un poids lourd appuyant sur ses épaules, tandis que Marc souriait d'un air satisfait et se rasseyait, disant: maintenant regarde ce que tu m'as fait faire, tu es un désastre hors de ma vue, et amène-moi un gérant, quelqu'un qui sait comment traiter un client. Et Chloé, la compagne, halta sa main, couvrant sa bouche, disant: Marc, tu ne peux pas. Mais Marc siffla: tais-toi, en la regardant, avant de revenir à Éléonore, disant: eh bien bouge, tu dégoulines sur le sol. Et Éléonore ne bougea pas, ses pieds semblant enracinés dans le parquet, coûteux, la colère qui avait mijoté dans ses entrailles commençant à déborder, mais elle la réprima, se disant: pas ici, pas comme ça, et elle essuya le vin de sa joue avec un mouvement lent et délibéré. Ses yeux habituellement doux et gris s'étant durcis en acier, et elle dit: je vais chercher le gérant, sa voix ne tremblant pas étant d'un calme terrifiant, et elle se tourna et marcha vers la cuisine, le dos de son uniforme trempé, sentant les yeux de chaque client sur elle, certains horrifiés, certains amusés, mais personne ne dit un mot, car c'était la règle de l'élite, ne jamais interférer dans une scène, juste la regarder. Et Julien la rencontra aux portes de la cuisine, voyant le vin, voyant son visage, et gémissant: oh mon Dieu, qu'as-tu fait? Éléonore, as-tu discuté avec lui? Et Éléonore fixa son directeur, disant: il m'a jeté le vin dessus. Julien, il m'a agressé. Et Julien passa une main dans ses cheveux, disant: c'est Marc Sinclair. Éléonore, il dépense 50
1 000 € par mois ici, s'il dit que le vin est bouchonné, il est bouchonné, s'il le jette, tu t'excuses d'être sur le chemin, et Éléonore dit je ne m'excuserai pas, alors Julien claqua. Alors tu es viré, je ne peux pas avoir de serveuse qui ont des problèmes d'ego, va te nettoyer, excuse-toi auprès de monsieur Sinclair, et supplie pour son pardon, s'il accepte peut-être que je te laisserai garder ton travail, sinon prends tes affaires, et Éléonore regarda Julien. Voyant un homme faible terrifié par une brute riche demandant tu veux que je m'excuse auprès de l'homme qui vient de me jeter un verre dessus, et Julien ricana, c'est l'industrie de l'hospitalité ma chérie, le client est roi maintenant vas-y, et Éléonore prit une profonde inspiration regardant sa chemise ruinée puis la porte de la salle à manger, et dit très bien j'irai lui parler, mais elle n'allait pas s'excuser, elle allait finir ça, et elle attrapa une serviette fraîche non pour se nettoyer mais pour tenir quelque chose alors que ses mains se fermaient en poing, et elle poussa à nouveau les doubles portes s'approchant de la table où Marc riait racontant une blague à Chloé complètement indifférent à l'être humain qu'il venait de dégrader, et Éléonore s'arrêta au bord de la table disant monsieur Sinclair, et Marc leva les yeux agacés disant de retour sitôt j'espère que tu as apporté une serpillière et une nouvelle bouteille offerte par la maison, et Éléonore dit sa voix s'élevant légèrement portant à travers la pièce silencieuse. Je ne suis pas venu apporter une bouteille, je suis venu vous dire que vous êtes un homme triste et petit, et Marc laissa tomber sa fourchette, sa bouche s'ouvrant disant excuse-moi, et Éléonore continua s'approchant l'odeur du vin sur ses vêtements étant piquante, disant vous m'avez entendu, vous pensez que votre argent vous rend décent, mais ce n'est pas le cas, cela vous rend juste bruyant, vous m'avez jeté du vin parce que vous êtes insécure et vous traitez votre compagne comme une propriété. Parce que vous êtes incapable d'être aimé, et Marc commença à se lever, son visage devenant violet disant écoute-moi petite, et Éléonore le coupa non vous écoutez, j'ai servi des hommes avec 10 fois votre richesse et 100 fois votre classe, vous n'êtes pas un roi Marc, vous êtes un tout petit avec une carte de crédit, et Julien sortit de la cuisine en courant haletant Éléonore arrête, monsieur Sinclair je suis tellement désolé, elle est virée, elle part tout de suite, et Marc rit. Un son cruel aboyant. Viréo, je vais m'assurer qu'elle ne travaille plus jamais dans cette ville, je vais la faire mettre sur liste noire de chaque restaurant, de chaque café, de chaque fast-food de Paris, je vais ruiner sa vie. Et il se tourna vers Éléonore pointant un doigt vers son visage disant sais-tu qui je suis Sinclair Industries, je peux acheter ce bâtiment, je peux acheter ta famille, je peux t'écraser comme un insecte, et Éléonore regarda son doigt puis le regarda dans les yeux et demanda doucement vous voulez parler de famille Marc, et Marc cracha je me fiche de ta famille de déchets, qui sont-ils des fermiers, des ouvriers d'usine que j'ai licenciés, et Éléonore dit sa voix tombant à un murmure qui résonnait plus fort que ses cris mon père est très particulier sur la façon dont les gens traitent sa fille, et Marc hurla je me fiche de qui est ton papa, dis-moi son nom pour que je puisse acheter sa maison et l'expulser, et Éléonore sourit un sourire froid et terrifiant. Disant son nom est Silas Valency, et le nom Silas Valency ne fit pas seulement arrêter la conversation, il aspira l'oxygène de la pièce, car dans le monde de la haute finance les milliardaires célèbres comme Marc Sinclair étaient les pans bruyants, et voyant ils achetaient des yachts, sortaient avec des mannequins, et apparaissaient en couverture des magazines, mais Silas Valency était différent, Silas était l'océan dans lequel les pans nageaient, il était la plaque tectonique qui bougeait sous leurs pieds, il ne faisait pas les gros titres, il possédait les entreprises qui imprimaient les journaux, il n'achetait pas de bâtiments, il achetait la dette des banques qui finançaient les bâtiments. Silas Valency était un fantôme, un titan du capital investissement et de la logistique mondiale, dont on disait qu'il avait plus de capital liquide que le PIB de petits pays européens. Il était connu pour deux choses, sa cruauté absolue en affaires et son obsession fanatique pour la vie privée, et la bouche de Marc Sinclair s'ouvrit et se ferma ressemblant à un poisson tiré sur un quai, la couleur qui avait été haute sur ses joues se drainant pour le laisser gris cireux, et il chuchota tumant, mais sa voix manquait de sa conviction précédente, elle tremblait, et Éléonore ne bougea pas, le vin commençant à devenir collant sur sa peau, mais elle se tenait avec la posture d'une reine s'adressant à un paysan demandant vraiment, et Marc bégaya Silas Valency à une fille, son esprit parcourant le dossier qu'il lisait pour suivre ses concurrent, elle n'est jamais vue en public, personne ne sait à quoi elle ressemble, elle étudie en Suisse, elle n'est pas ici, il fit un geste vague vers le restaurant, vers la vaisselle sale, vers son tablier, disant elle ne serait pas en train d'essuyer des tables, et Éléonore dit doucement mon père croit que pour comprendre la valeur d'1 €, il faut le gagner, il a insisté pour que je travaille 1 an dans l'industrie du service anonymement sans accès à ses comptes, il voulait que j'apprenne comment vivent les vraies personnes, il voulait que je voie comment les hommes comme vous traitent les gens quand vous pensez que personne d'importance ne regarde, et elle fit un pas de plus vers la table, et Marc tressaillit pressant son dos contre la banquette en cuir, et Éléonore inclina la tête disant et vous savez quoi Marc, j'ai beaucoup appris, j'ai appris que l'argent n'achète pas la classe, j'ai appris qu'un costume n'est qu'un déguisement, et j'ai appris que vous êtes une brute qui compte sur le silence des autres pour se sentir puissant, et Julien le gérant hyperventilait près de la porte de la cuisine, il regardait d'Éléonore à Marc, son cerveau court-circuitant réalisant qu'il venait de menacer de virer la fille de l'homme qui possédait probablement l'hypothèque de la tour souveraine, et Marc aboya Julien, essayant de reprendre le contrôle, appelle à sécurité, cette femme psychotique usurpe l'identité d'une Valency, c'est une fraude, sort-la d'ici, et Julien s'avança ses mains tremblantes, demandant Éléonore. Mademoiselle Valency, est-ce vrai? Et Éléonore dit c'est vrai, regardant Julien avec pitié, disant tu n'as pas besoin d'appeler la sécurité Julien, je pars, j'en ai vu assez. Mais Marc claqua sa main sur la table, la peur se transformant à nouveau en agression, l'instinct dura acculé, criant non tu ne pars pas, tu m'as humilié, tu m'as menacé, je ne te crois pas, tu es juste une petite serveuse fauchée, essayant de me faire peur avec un nom effrayant, si tu étais vraiment une Valency tu ne porterais pas ça, en pointant son uniforme taché de vin, et Éléonore regarda ses vêtements, puis lentement elle atteignit la poche de son tablier, elle ne sortit pas un téléphone, elle sortit la montre qu'elle avait cachée plus tôt, elle la glissa sur son poignet, les diamants sur la lunette, capturant la lumière tamisée du restaurant, la fracturant en mille arcs-en-ciel, c'était une Cartier Crash vintage, une montre si rare qu'on ne pouvait pas simplement l'acheter, il fallait être
Invité à l'acheter elle. Valait plus que la Ferrari que Marc avait garée en bas et Éléonore dit mon père me l'a donnée pour mon 18e anniversaire, il a gravé le dos voulez-vous voir et elle l'enleva à nouveau et la jeta sur la table, elle cliqueta contre la porcelaine fine atterrissant juste devant Marc qui la fixa, il connaissait les montres, il connaissait cette montre, il la ramassa avec des doigts tremblants et la retourna, la gravure était une écriture simple et élégante disant « À Éléonore, souviens-toi de qui tu ». SV et Marc fixa les initiales SV, le silence s'étirant tendu comme une corde de violon et il râla ceci pourrait être volé, tu l'as volé et Éléonore demanda à qui Silas Valency, pensez-vous que quelqu'un vole Silas Valency est vive pour porter les bijoux et Marc laissa tomber la montre comme si elle était chauffée à blanc marmonnant, je ne savais pas, il regarda Chloé son rendez-vous qui fixait Éléonore avec des yeux écarquillés. Admiratif et Éléonore dit bien sûr que vous ne saviez pas. C'est le point, vous m'avez traité comme une ordure parce que vous pensiez que je n'étais personne, si vous aviez su que j'étais une Valency vous auriez été charmant, vous m'auriez baisé la main, vous m'auriez offert le meilleur siège de la maison, votre gentillesse est conditionnelle Marc, cela la rend sans valeur, et Marc dit un sourire maladif se formant sur son visage se levant et essuyant ses mains sur son pantalon, écoutez Éléonore, mademoiselle Valency, nous sommes partis du mauvais pied, j'ai eu une journée stressante, le marché est volatile, je m'excuse pour le vin, c'était un accident, un glissement de main, et Éléonore dit froidement vous l'avez jeté à mon visage, et Marc rit nerveusement regardant autour de la salle pour du soutien, mais personne ne rencontra ses yeux, les PDG de la table s'est enregistré l'interaction sur leur téléphone et Marc continua un malentendu, je paierai pour le nettoyage en fer, je vous achèterai une nouvelle robe, asseyons-nous. Laissez-moi vous offrir le dîner, c'est ma tournée, nous pouvons parler affaires, j'ai en fait essayé d'obtenir une réunion avec la firme de votre père concernant un pré-relais pour mon projet de chantier naval et l'audace de l'homme était époustouflante, il passait d'agresseur à sycophante en l'espace de 10 secondes et Éléonore le regarda avec un pur dégoût disant vous pensez que vous pouvez acheter votre sortie de cette situation, vous pensez qu'un dîner gratuit répare le fait que vous venez de m'agresser publiquement et Marc dit son sourire se resserrant, agression est un mot fort, ne devenons pas litigieux, nous sommes tous des gens civilisés, ici je ne vais pas vous poursuivre Marc dit Éléonore, et Marc laissa échapper un souffle de soulagement disant bien fille intelligente, pas besoin de traîner des avocats là-dedans, et Éléonore dit je n'ai pas besoin d'avocat, j'ai mon père, et elle atteignit sa poche à nouveau, cette fois elle sortit son téléphone, un appareil noir simple mais contrairement au téléphone du personnel, celui-ci n'avait pas de caméra, pas d'application de réseaux sociaux, c'était une ligne sécurisée par satellite et Marc demanda sa voix montant dans les aigus que faites-vous et Éléonore dit je l'appelle, je pense qu'il aimerait savoir pourquoi sa fille rentre à la maison couverte de vin rouge et Marc paniqua non, se jetant en avant essayant d'attraper le téléphone, mais Éléonore recula et soudain un homme à la table 5, un grand homme en costume gris qui mangeait seul se leva, il bougea avec une vitesse floue avant que Marc ne puisse toucher Éléonore, l'homme était là interceptant le poignet de Marc dans une prise de fer et Marc glapit lâchez-moi, qui êtes-vous et l'homme en costume gris ne regarda pas Marc, il regarda Éléonore demandant allez-vous bien mademoiselle Valency, j'ai engagé dès qu'il a établi le contact et Éléonore hocha la tête à l'homme disant je vais bien Arthur, merci, je ne savais pas que tu étais de service ce soirée. Arthur dit de sa voix grave votre père aime garder un détail proche quand vous travaillez le rush du vendredi, et il repoussa Marc dans sa banquette disant asseyez-vous monsieur Sinclair, et Marc s'assit regardant Arthur clairement ex-militaire, clairement armé sous sa veste, puis Éléonore réalisant avec une horreur naissante qu'il avait piqué un dragon endormi, et Éléonore tapa sur l'écran de son téléphone, elle le mit sur haut-parleur, la sonnerie était un tri électronique, ça sonna une fois, deux fois puis un clic et une voix dit. Éléonore, la voix était profonde, résonnante et terriblement calme, c'était une voix qui faisait bouger les marchés, et Éléonore dit salut papa, sa voix se brisant légèrement pour la première fois et la voix au téléphone s'aiguisa instantanément demandant qu'est-ce qu'il y a, tu appelles sur la ligne d'urgence, es-tu blessé et Éléonore dit je vais bien en regardant Marc qui secouait la tête moutonnant s'il te plaît non encore et encore, mais Éléonore continua mais j'en ai fini. Avec l'expérience je veux rentrer à la maison, que s'est-il passé demanda Silas Valency, et la température dans la pièce sembla chuter encore de 10 degrés. J'ai eu un désaccord avec un client dit Éléonore, il n'a pas aimé le millésime du Pétrus, il a décidé que la meilleure façon d'exprimer cela était de me jeter le verre dessus, il t'a jeté du vin dessus demanda Silas, le calme dans sa voix disparut remplacé par un tranchant froid et mortel et Éléonore dit oui et Silas demanda qui est-ce et Éléonore regarda Marc droit dans les yeux alors que Marc joignait ses mains dans une prière de supplication et elle dit clairement son nom est Marc Sinclair des Industries Lourdes Sinclair et il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, un long silence lourd, puis Silas répéta Sinclair le garçon qui a hérité des chantiers navals, c'est lui dit Éléonore et Silas dit je vois le bruit de frappe 20 à travers le haut-parleur, une frappe rapide et agressive et Éléonore demanda papa et Silas ordonna. Va à la voiture Éléonore. Arthur te conduira, laisse l'uniforme et Marc demanda que va-t-il faire et Silas dit sa voix plate Marc Sinclair est préoccupé par la qualité de son vin, je pense qu'il devrait être plus préoccupé par la liquidité de ses actifs, rentre à la maison ma chérie, je m'occupe du reste et la ligne fut coupée et Éléonore rangea le téléphone, elle regarda Marc une dernière fois, il avait l'air malade, il ressemblait à un homme qui venait d'entendre son propre ordre d'exécution et il chuchota. Tu n'avais pas à faire ça, tu ne sais pas de quoi il est capable et Éléonore dit je sais exactement de quoi il est capable et maintenant toi aussi et elle dénoua son tablier, elle mit en boule le tissu imbibé de vin et le laissa tomber sur la table juste à côté de la bouteille vide de Pétrus, disant la table 4 est libre Julien, appelant le gérant stupéfait et elle se tourna et sortit du restaurant, Arthur son garde du corps la suivant de près jetant un dernier regard d'avertissement à la salle.
Et les doubles portes se refermèrent derrière eux, et à l'intérieur de l'oubli le silence persista pendant exactement 10 secondes, puis le téléphone de Marc sonna, il sursauta comme s'il avait été électrocuté, il regarda l'écran, c'était son directeur financier, il répondit avec une main tremblante disant allô, et le directeur financier criait Marc qu'est-ce qui se passe qu'as-tu fait, et Marc siffla de quoi parles-tu se voûtant sur la table et le directeur financier dit nos lignes de crédit toutes. Banque Populaire BNP Paribas Deutsche, elles viennent toutes de retirer nos facilités de crédit renouvelables simultanément, je viens d'avoir les alertes, nous avons zéro liquidité zéro, et Marc dit c'est impossible suant à grosses gouttes, nous avons des contrats, et le directeur financier répondit il se fiche des contrats, il cite une clause de moralité et une volatilité à haut risque Marc sans ses lignes de crédit l'accord pour le port de Shanghai tombe à l'eau demain matin si ça tombe à l'eau nous déclenchons les clauses de défaut sur les obligations, nous envisageons la faillite dans 48 heures et Marc sentit la pièce tourner disant répare ça rappelle-les et le directeur financier dit je l'ai fait j'ai appelé le vice-président, il m'a dit que l'ordre venait d'en haut il a dit tu as contrarié le mauvais actionnaire et Marc laissa tomber le téléphone qui cliqueta sur la table Chloé le regardant avec horreur demandant Marc qu'est-ce qui se passe. Mais il ne lui répondit pas son téléphone vibra à nouveau une notification d'une application d'actualité flash l'action Sinclair Industries plonge de 15% dans les échanges après la fermeture au milieu de rumeurs d'enquête de l'autorité des marchés financiers, puis une autre notification email conseil d'administration réunion d'urgence convoqué objet vote de défiance et cela faisait moins de 3 minutes qu'Éléonore avait raccroché le téléphone et Marc leva les yeux, tout le restaurant le fixait. Les PDG de la table cette chuchotaient et tapaient furieusement probablement en train de vendre à découvert son action Julien faisait semblant de polir un verre évitant le contact visuel des marques se leva ses jambes semblant être engelé marmonnant je dois y aller mais la voix de Julien coupa à travers le brouillard monsieur le gérant s'avança sa peur précédente remplacée par une nouvelle rigidité bureaucratique demandant l'addition monsieur et Marc le fixa fou disant ma compagnie s'effondrait. Tu veux que je paie l'addition et Julien dit en pointant la bouteille vous avez ouvert le Pétrus monsieur et le steak est déjà sur le grill cela fera 6400 € et Marc tapota ses poches pour son portefeuille, il sortit sa carte noire celle en titane qu'il aimait montrer et la jeta à Julien grognant prends-la juste et dégage de mon chemin et Julien attrapa la carte marcha vers le terminal l'inséra et attendit et la machine émit un bip un bruit de rejet fort et dur Julien fronça les sourcils réessaya et bip refusé annonça Julien sa voix portant jusqu'au fond de la salle et Marc cria et c'est encore elle n'a pas de limite et Julien dit sa 10 cartes signalées volées avoir gelé par l'émetteur il regarda Marc demandant avez-vous un autre mode de paiement et Marc vérifia ses autres cartes son Amex d'entreprise sa visa personnelle refusé car Silas Valency n'attaquait pas seulement l'entreprise il gelait les actifs personnels de Marc il le verrouillait hors de sa propre vie et Marc bégaya je n'ai pas d'espèce et Julien dit c'est un problème il fit signe à l'hôtesse Sarah appelle la police nous avons une situation de filouterie alimentaire et Marc hurla tu ne peux pas être sérieux je suis Marc Sinclair et une voix vint de la table c'est plus maintenant semble-t-il l'un des PDG de la technologie se leva disant je viens de vérifier les nouvelles marques le conseil vient d'annoncer qu'ils ont nommé un PDG par intérim tu es dehors. Et Marc s'effondra dans la banquette il regarda le siège vide où Éléonore s'était tenue, il regarda la tache de vin sur la nappe et Chloé se leva, elle attrapa son sac à main et Marc demanda faiblement où vas-tu et Chloé dit je ne reste pas pour la police et franchement Marc le vin avait un goût excellent tu étais juste un connard et elle s'éloigna ses talons claquant sur le parquet et Marc resta assis seul dans la banquette à la meilleure table de la ville regardant les lumières de Paris scintiller en dessous de lui réalisant avec une certitude écrasante qu'il ne regarderait plus jamais cette vue de cette hauteur, et en bas dans la rue une voiture noire s'éloignait du trottoir à l'intérieur Éléonore était assise sur le siège arrière regardant la tour souveraine s'éloigner, elle essuya la dernière tache de vin de son cou avec une lingette humide qu'Arthur lui avait donné son téléphone vibra un texto de son père disant faire rentre à la maison on mange des pâtes et Éléonore sourit un petit sourire. Fatiguée et authentique elle appuya sa tête contre le siège en cuir et ferma les yeux le service cauchemardesque était terminé, mais pour Marc Sinclair le cauchemar ne faisait que commencer car la cellule de garde à vue du commissariat du 8e arrondissement sentait le café rassis et le désinfectant industriel une odeur que Marc Sinclair n'avait jamais rencontrée de sa vie, il était assis sur un banc en métal froid portant toujours son costume italien sur mesure bien que maintenant, le col soit de travers et la cravate en soit pende lâchement autour de son cou comme un nœud coulant et un garde aboya Sinclair en frappant une matraque contre les barreaux tu as été libéré sort et Marc se leva précipitamment demandant qui a payé était-ce mon avocat mon père et le garde rit un son sec et sans humour ton avocat commis d'office a déposé une demande de mise en liberté personne n'a payé un centime pour toi mon pote tu n'es juste pas considéré comme un risque de fuite parce que ton passeport a été signalé et Marc sortit. Dans le hall clignant des yeux sous les lumières fluorescentes crues, il s'attendait à une nuée de paparazzi, il s'attendait à ce que son chauffeur Thomas l'attende avec un changement de vêtements frais et un expresso chaud, mais il n'y avait personne le hall était vide à part un homme ivre se disputant avec un sergent de bureau et une femme en pleurs remplissant un rapport, et Marc marcha vers les portes vitrées et les poussa l'air nocturne de Paris le frappa humide granuleux et indifférent il vérifia ses poches, il avait toujours son téléphone, bien que la batterie soit à 12%, il n'avait pas de portefeuille, la police l'avait gardé comme preuve pour l'accusation de vol de service du restaurant, il composa le numéro de son père Richard Sinclair l'homme, s'était retiré sur la Côte d'Azur il y a des années laissant l'entreprise entre les mains de Marc, le numéro que vous avez composé n'est plus attribué, ou n'est plus en service Marc fixa l'écran. Déconnecté son père avait ce
Numéro depuis 40 ans, il appela sa mère messagerie vocale immédiatement, il appela son meilleur ami Jason, un gestionnaire de fonds spéculatifs avec qui il avait fait la fête à Ibiza le mois dernier, et Jason répondit Marc, sa voix était un murmure étouffé, et Marc dit Jason, Dieu, merci, j'ai besoin qu'on vienne me chercher, je suis au commissariat du 8e, envoie une voiture, et j'ai besoin d'argent liquide, mes cartes sont gelées, et Jason dit je ne peux pas. Mec, et Marc demanda que veux-tu dire? Tu ne peux pas, je t'ai laissé utiliser mon jet pour ta lune de miel, et Jason siffla, écoute-moi Marc, tu es radioactif, sais-tu ce qui s'est passé il y a 1 heure? L'équipe juridique de Silas Valency a envoyé un mémo à toutes les grandes institutions financières de la ville, c'était un avertissement de conformité concernant toute entité s'associant à toi, si je t'envoie une voiture mon fonds est audité demain, si je te prête 5 €, l'AMF fera pas. Ma porte, tu es une peste, et Marc supplia Jason. S'il te plaît, ma voix se brisant, je n'ai nulle part où aller, et Jason dit va dans un refuge, sa voix tremblant, je suis désolé, n'appelle plus ce numéro, et la ligne fut coupée, et Marc se tenait sur le trottoir, la réalité de sa situation s'abattant sur lui comme un immeuble qui s'effondre, il avait été effacé, ce n'était pas seulement qu'il était fauché, il avait été excommunié de la société dans laquelle il vivait, il commença à marcher, il marcha 40 rues. Vers son Pentouze, sur l'avenue Foch-C. Pieds enfermés dans des mocassins non conçus pour marcher sur le béton commencèrent à avoir des ampoules, il arriva à son immeuble l'Excelsior à 2 heures du matin, le portier, un homme costaud nommé Eddie, montait la garde. Marc était passé devant Eddie tous les jours pendant 5 ans, il n'avait jamais appris le nom d'Eddie, il ne lui avait jamais donné de pourboire à Noël, et Marc se précipita vers les portes vitrées, criant ouvrez, j'ai perdu mes clés, mais Eddie ne bougea pas, il se tenait les bras croisés bloquant le chemin, et Marc claqua. Eddie ouvre la porte essayant d'invoquer son ancienne autorité, et Eddie dit je ne peux pas faire ça monsieur Sinclair, son visage était impassible. Mais il y avait une lueur de satisfaction dans ses yeux, la gestion de l'immeuble a été notifiée que le titulaire du bail Sinclair Industries a résilié le contrat de logement avec effet immédiat, les serrures ont été changées, et Marc cria c'est illégal, vous devez me donner 30 jours pour quitter les lieux. Et Eddie dit voyez ça avec le syndicat des locataires, mais vous n'entrez pas ce soir, et Marc demanda mes affaires sont là-dedans, mes vêtements, mon coffre-fort, et Eddie dit déménagez au stockage en banlieue, vous recevrez une facture, et Marc se jeta sur la poignée de la porte. Mais Eddie posa une main sur la poitrine de Marc, une main lourde et inamovible, et poussa, et Marc trébucha en arrière, trébuchant sur le trottoir et atterrissant durement sur le pavé et raflant ses paumes sur le béton rugueux. Et Eddie dit ne m'oblige pas à appeler les flics. Marc utilisant son prénom pour la première fois, tu n'as pas l'air de pouvoir te permettre une autre arrestation, et Marc s'assit sur le sol, il leva les yeux vers la lumière dorée se déversant du hall, un monde de chaleur et de sécurité dont il était maintenant banni, il regarda son reflet dans les portes vitrées, il avait l'air déranger, ses cheveux étaient sauvages, ses yeux injectés de sang, son costume taché de saleté. Il se leva en tremblant, il se détourna de sa maison, il passa cette nuit-là sur un banc au champ de Mars, serrant sa veste de costume autour de lui. Alors que la température chutait chaque fois qu'un rat bruissait dans les feuilles, il sursautait l'homme qui avait exigé une bouteille de vin à 6 000 €. Il y a 4 heures, tremblait maintenant terrifié et totalement seul, et au loin les lumières de la ville scintillaient se moquant de lui, et 3 semaines plus tard la chambre de motel en banlieue sentait pire que le commissariat, elle sentait la moisissure, les cigarettes bon marché et le désespoir. Marc était assis au bord du matelas affaissé fixant un petit téléviseur crépitant, il avait mis en gage sa montre, une Rolex Daytona qu'il portait à l'autre poignet ce soir-là pour une fraction de sa valeur, cet argent était presque parti sur l'écran de télévision, un reportage passé 10 ans, et dans une tournure surprenante des événements, l'insaisissable Silas Valency a fait une apparition publique hier soir au gala de charité du musée d'Orsay. Il était accompagné de sa fille Éléonore Valency, qui a récemment été nommée au conseil de la fondation Valency. L'écran montrait des images d'Éléonore, elle était époustouflante, portant une robe de soie argentée chatoyante, ses cheveux tombant en cascade dans son dos, elle souriait aux caméras posées et radieuse, elle ne ressemblait en rien à la serveuse en tablier blanc, et le journaliste s'extasiait. Des sources disent que Valency a passé la dernière année à travailler sous couverture dans l'industrie des services pour comprendre le sort de la classe ouvrière. Les réseaux sociaux l'appellent la princesse du peuple, sa popularité monte en flèche, et Marc ramassa une télécommande et la jeta sur la télé, elle rebondit sur l'écran sans dommage, il marmonna à la pièce vide, elle a planifié, elle m'a piégé, elle savait qui j'étais, elle m'a appâté, le délire était la seule chose qui le gardait au chaud, il refusait d'accepter que sa propre cruauté fût la cause de sa chute dans son esprit, il était la victime, il était le martyr. Un coup à la porte le fit se figer, il cria le loyer n'est pas dû avant mardi, et une voix féminine répondit je ne suis pas le propriétaire. C'était Lise, confiant, et n'appartenait certainement pas à ce motel. Marc hésita, il marcha vers la porte et regarda par le Judas, une femme se tenait là, elle avait la quarantaine, portant un trench coat cramoisi pointu et des lunettes de soleil surdimensionnées, elle ressemblait à un requin dans une peau humaine. Marc ouvrit la porte d'une fente laissant la chaîne et demanda qui êtes-vous, et la femme dit mon nom est Juliane Thiers. Elle tendit une carte de visite, je suis avocate, mais je me spécialise dans la gestion de crise et la rétribution, et Marc cracha je n'ai pas d'argent pour un avocat, et Juliane sourit, ses dents étaient très blanches, je sais dit-elle, je ne suis pas ici pour votre argent Marc, je suis ici parce que nous avons un ennemi commun, puis j'entrai, ça sent l'urine ici. Dehors, et Marc défit la chaîne. Juliane entra dans la chambre regardant autour avec un léger dégoût, mais refusant de s'asseoir, elle se tourna vers Marc et dit doucement regardez-vous le prince de Paris réduit à ça, c'est une tragédie, et Marc demanda appuyé contre le papier peint qui se décollait que voulez-vous, et Juliane dit Silas Valency a détruit l'entreprise de mon père il y a 10 ans, sa voix perdant sa douceur révélant un bord déchiqueté de haine, il nous a racheté pour des centimes.
Dépouiller les actifs et à virer tout le monde. Mon père s'est suicidé un mois plus tard et Marc se redressa disant vous le haïssez aussi et Juliane corrigea je le méprise et je vous observe Marc j'ai vu ce qui s'est passé le récit médiatique et que vous étiez un monstre qui attaquait une fille sans défense mais je connais la vérité et Marc s'exclama ses yeux s'illuminant oui elle m'a provoqué elle était incompétente elle m'a humilié en premier et Juliane mentit. Exactement elle s'approcha. Baissant la voix les Valency pensent qu'ils sont intouchables, ils pensent qu'ils peuvent ruiner la vie d'un homme pour un verre de vin renversé, mais ils ont fait une erreur, ils vous ont laissé en vie, et Marc dit ses épaules s'affaissant je n'ai rien, ils ont gelé mes comptes, ils m'ont mis sur liste noire et Juliane dit vous avez une voix, et vous m'avez je représente un consortium d'investisseurs qui sont fatigués du monopole de Silas Valency, nous voulons financer un procès massif en diffamation publique, nous voulons que vous passiez à la télé Marc, nous voulons que vous disiez au monde comment les Valency vous ont piégé, comment Éléonore Valency a utilisé son coup sous couverture pour cibler un concurrent et Marc demanda les gens me croiront-ils et Juliane dit si nous le tournons bien les Français aiment une histoire de retour et ils détestent l'élite secrète, nous peignons Silas comme la brute, nous vous peignons comme la victime d'un coup monté corporatif, nous pouvons récupérer votre entreprise Marc, nous pouvons récupérer votre vie, et Marc sentit une montée d'adrénaline qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines la vengeance, elle avait un goût plus doux que le Pétrus 82 ne le pourrait jamais, et il demanda que dois-je faire et Juliane plongea sa main dans son sac de créateur, et sortit un smartphone élégant et une enveloppe d'argent liquide disant d'abord prenez une douche et rasez-vous achetez un costume demain matin nous tenons une conférence de presse. Sur les marches du palais de justice, vous allez poursuivre Éléonore Valency pour 10 millions d'euros pour détresse émotionnelle et piégeage et Marc chuchota 10 millions et Juliane ajouta une lueur cruelle dans son œil, nous allons publier les images de sécurité et Marc demanda quelles images et Juliane sourit narquoisement les images du restaurant me montre agressif pas la façon dont mon équipe technique les a montées dans notre version on dirait qu'elle vous fait trébucher on dirait qu'elle a versé le vin sur elle-même pour vous piéger, c'est incroyable ce que l'IA peut faire de nos jours, et Marc la fixa, c'était sale, c'était dangereux, s'il se faisait prendre il irait en prison pour de vrai, mais ensuite il regarda autour de la chambre de motel sale, il pensa au portier le poussant, il pensa au sourire parfait d'Éléonore aux nouvelles et Marc dit faites-le et Juliane dit excellente, elle se tourna pour partir soyez prêts à 8 heures la guerre commence demain. Et alors que la porte se fermait Marc serra l'enveloppe d'argent, il se sentait puissant à nouveau, il ne réalisait pas qu'il n'était pas un partenaire dans cette guerre, il était juste une munition Juliane Thiers se fichait que Marc gagne, ou perde elle voulait juste jeter une grenade sur l'Empire Valency pour voir où les fissures se formaient, et Marc venait de retirer la goupille et le lendemain matin les marches du palais de justice étaient une mer de microphones et d'objectifs de caméra il était 8 heures. Et le soleil du matin brillait sur le pavé Marc se tenait derrière un podium portant un costume gris anthracite que Juliane lui avait acheté avec de l'argent liquide, il avait l'air respectable à nouveau, il ressemblait à une victime et il commença sa voix stable mesdames et messieurs depuis des semaines j'ai été peint comme un méchant j'ai perdu mon entreprise ma maison et ma réputation, mais aujourd'hui la vérité éclate et Juliane se tenait à côté de lui. L'air solennel, elle hocha la tête pour qu'il continue et Marc dit se penchant dans le micro Éléonore Valency n'a pas seulement travaillé comme serveuse elle était une agent envoyée pour déstabiliser mon entreprise et cette nuit-là je ne l'ai pas attaquée elle m'a attaqué et un murmure parcourut la foule de journalistes et Marc annonça triomphalement nous avons les images de sécurité jouez-les et un grand moniteur installé à côté du podium s'anima la vidéo falsifiée joie elle était granuleuse. Mais efficace dans cette version Éléonore semblait pousser Marc en premier, il semblait qu'elle versait le vin sur elle-même pour le piéger, et Marc cria par-dessus les halètements comme vous pouvez le voir je suis la victime d'une conspiration de la famille Valency pour détruire la concurrence et les journalistes criaient des questions maintenant monsieur Sinclair allez-vous régler est-ce authentique et Marc sourit il avait gagné il se tourna vers Juliane pour un high five, mais Juliane ne souriait pas elle vérifiait sa montrée. Chuchota juste à l'heure et Marc demanda quoi, et soudain une flotte de SUV noirs s'arrêta brusquement au bord du trottoir la foule s'écarta instantanément Silas Valency sortit c'était un homme plus âgé avec des cheveux argentés et des yeux comme de la glace pilée à côté de lui se trouvait Éléonore elle portait un tailleur simple semblant calme et intouché par le chaos, et Silas dit éteignez ça il ne cria pas mais sa voix portait plus de poids que les haut-parleurs amplifiés, et Marc hurla haut. Sur l'adrénaline vous ne pouvez pas arrêter la vérité Valency je vous poursuis pour tout ce que vous avez, et Silas monta les escaliers ignorant les journalistes il s'arrêta à 2 mètres de Marc et dit cette vidéo, en désignant l'écran est un deepfake très impressionnant la pixelisation autour des mouvements de la main est bonne mais pas parfaite et Marc cria c'est réel Juliane l'a obtenu et Silas regarda Juliane demandant l'a-t-elle fait et Marc se tourna vers son avocate disant dis-lui. Juliane dit-lui que nous allons l'enterrer et Juliane sourit enfin elle s'éloigna de Marc et marcha pour se tenir à côté de Silas Valency, et elle dit froidement monsieur Sinclair je ne travaille pas pour un consortium d'investisseurs je suis la chef du conseil juridique de Valency International et Marc se figea le monde basculant sur son axe et Juliane continua quoi mon père n'a jamais perdu une entreprise au profit de Silas mon père est le partenaire de golf de Silas nous avons monté ça. Marc et Marc Alta vous m'avez appâté et Éléonore prit la parole pour la première fois sa voix était triste disant nous savions que vous ne partiriez pas tranquillement nous savions que vous essaieriez de mentir de tricher de griffonner votre chemin de retour peu importe qui vous blessiez mais nous avions besoin de preuves de votre caractère pour l'ordonnance de restriction permanente et nous avions besoin que vous commettiez un crime enregistré et Marc bégaya un crime et Silas dit
Présenter des preuves falsifiées dans un point de presse juridique pour influencer les cours des actions, c'est de la manipulation de marché et de la fraude, et puisque vous venez de le diffuser en direct au monde, Silas pointa vers le bas des marches 2 officiers de police, montaient les menottes déjà sorties, et Marc gémit non, elle m'a piégé, Juliane m'a dit de le faire, et Juliane dit froidement, je vous ai donné le choix, je vous ai offert un mensonge, vous avez choisi de le dire. Un homme honnête aurait refusé, et les officiers attrapèrent Marc par les bras. Cette fois il n'y avait pas de caution, pas de costume de luxe et pas d'espoir, et Marc cria, alors qu'il le traînait, Éléonore, s'il te plaît, je suis désolé, je m'excuserai, je frotterai les sols s'il te plaît, et Éléonore le regarda partir, elle n'avait pas l'air triomphante, elle avait juste l'air soulagée, et son père demanda en posant une main sur son épaule, ça va, et Éléonore dit ça va. Elle regarda les journalistes qui étaient maintenant silencieux, réalisant qu'ils venaient d'assister à un cours magistral de justice, elle dit allons manger ses pâtes papa. Ils se tournèrent et marchèrent vers la voiture laissant le podium vide et l'écran blanc derrière eux. Marc Sinclair voulait qu'on se souvienne de lui, et il le serait comme un conte d'avertissement chuchoté dans les conseils d'administration de Paris pour les décennies à venir. Faites attention sur qui vous marchez, vous ne savez jamais qui est leur père. Marc Sinclair passa les 5 années suivantes dans une prison fédérale pour fraude. Quand il fut libéré, il ne retourna pas à la Défense, il trouva un travail dans un petit restaurant routier en Normandie. Faisant la plonge un mardi, pluvieux, une cliente claqua des doigts vers lui disant « Eh garçon, mon café est froid », et Marc leva les yeux, il essuya ses mains sur son tablier sale, il ne discuta pas, il ne ricana pas, il dit doucement, la tête baissée, je suis désolé madame. Je vais vous chercher une cafetière fraîche. Tout de suite il avait enfin appris sa leçon, mais les frais de scolarité lui avaient tout coûté, et c'est l'histoire de la façon dont un moment d'arrogance a coûté à un milliardaire tout son empire. C'est un rappel que le caractère n'est pas défini par votre compte en banque, mais par la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous.